Voyageurs et voyageuses, je vous souhaite la bienvenue. Nous nous étions quittés alors qu'Alpharel s'échappait du père de l'aube et que Sir Vondam et son écuyère Alia évoquaient un Anstrous, un blasphème envers leur foi, qui les poussait à remettre en question cette dernière. Mais nous reviendrons sur eux dans peu de temps. Aujourd'hui, nous rejoignons Sami et Tanuk pour la suite de leurs aventures dans ce nouveau fragment de vie. Nous voici à bord du Cerima, se préparant à atterrir sur Cavaron qui est la partie de la planète des caves en train de se décomposer. Tanuk est aux commandes, et il faut bien ça pour éviter les morceaux de planète qui tombent de Cavaron qui est. Les caves ont en effet des réflexes bien plus développés que les humains, et Tanuk a passé une partie de sa vie à travailler dans ces conditions. Il est devenu un expert. C'est un spectacle unique, et je ne peux m'empêcher d'admirer ce paysage extraordinaire. Un ciel de tempêtes criblé de cratères, de roches en fusion et de combustion de débris planétaires qui sortent et réentrent dans l'atmosphère de Cavaron. Alors que nos deux amis manœuvrent, ils se font interpeller par la MMK, la Marine Memorial Cave. Le contrôleur cherche à les diriger vers un endroit sûr, mais Tanuk leur fait comprendre qu'ils ne cherchent pas un endroit sûr. Au contraire. Ils veulent atterrir non loin d'une de leurs caches, au milieu de cet endroit cataclysmique. Ils pourront ainsi récupérer une caisse de stase pour stocker l'artefact qu'ils ont récupéré sur l'étendue de Sigma. Même sans connaître ce genre de détails, la MMK les laisse tranquilles, leur souhaitant mauvaise chance. Aucun intérêt de s'attarder sur ces maraudeurs. Enfin tranquilles, ils remarquent deux vaisseaux Sol-Étoile se pourchassant. Un Palestar qui tire des lasers sur un chasseur Hoplite. L'inquiétude de Sami monte en flèche, mais redescend tout aussi rapidement. Comme quand ils sont arrivés sur l'étendue de Sigma, ils ne semblent pas être concernés. La chance continue de les suivre. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Alors que Tan lance un signal pour retrouver sa cache, et un peu avant d'avoir le retour de la cache, il obtient une réponse de la MMK sur le terrain, qui semble se diriger au même endroit. Pour ceux qui ne le savent pas, Tanuk n'est pas le bienvenu sur sa planète d'origine. Il s'est fait exiler après avoir pris une mauvaise décision concernant une catastrophe accidentelle, causant la mort de 25 000 personnes, mais en épargnant 4 millions. Une erreur monumentale pour les caves. La MMK le reconnaîtra sans hésitation, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais sans leur laisser le temps de réfléchir, le vaisseau Hoplite Sol-Étoile leur passe devant à toute vitesse et s'écrase aux coordonnées de la cache. Son signal s'éteint par la même occasion. Après avoir fait atterrir le Cerima non loin, un dilemme moral s'offre à eux. Ils pourraient simplement récupérer une cellule de stase, y mettre la pierre de fin à l'intérieur et l'apporter à l'homme de métal. Mais cela voudrait dire laisser un potentiel pilote en vie, se faire récupérer par la MMK et se faire exécuter pour avoir libéré un moteur à fusion dans l'atmosphère. Sami ne peut pas accepter ça, et malgré un Tanuk pragmatique, il décide d'aller vérifier l'état du Hoplite. J'ai donc pu assister à un échange intéressant entre les deux membres du Cerima. Tanuk n'avait clairement pas envie de s'informer de l'état du pilote, mais Sami retourna la discussion en proposant d'un ton tranchant à Tanuk de prendre une décision. J'ai donc observé le cave traumatisé par son passé laisser tomber l'argumentation et accepter les consignes de son capitaine. J'ai aussi ressenti que Sami s'en voulait d'avoir été si violent avec son ami. Yel a vraiment une grande affection pour le cave. Yel lui propose alors de partir vers la cache afin d'éviter un potentiel contact avec la MMK pendant que Sami s'occupe du Hoplite. Mais Tan refusa. C'est la seule décision qu'il arrive à prendre maintenant. Rester aux côtés de son capitaine. Ils tentent donc de créer une ouverture dans le vaisseau, quand ils apprennent que c'est un monoïste qui en est le pilote. Un monoïste du nom d'Alpharel. Les premières pièces du puzzle se retrouvent. Après un instant de panique, Sami connaît les monoïstes et ils peuvent à tout moment prendre ses quarts et avaler les environs dans un micro-vide. Tanuk parvient à ouvrir une brèche pour que Sami puisse pénétrer dans le vaisseau. C'est à ce moment que la MMK débarque, en nombre et armée. Sans hésitation, ils interpellent Tanuk. À ce moment, la pierre de fin s'exprime dans mon esprit.
Elle a été silencieuse jusque-là, mais elle tient à me montrer une possibilité. Il est vrai que par le passé, lorsqu'un choix devait être fait, elle me demandait mon avis. Mais pas cette fois. Comme elle me le dit, Samy est Samy. Mais si elle n'avait pas été qui elle est? Je vous partage cette vision parce qu'elle donne des indications intéressantes. Si Samy n'avait pas voulu s'enquérir du hoplite écrasé, ils auraient trouvé avec Tanuk une cellule de stase pour stocker la pierre de faim et l'auraient livrée à l'homme de métal. Celui-ci aurait trouvé la bonne localisation et aurait amené l'artefact au bon endroit, ou du moins dans la bonne direction. Car apparemment, sans Alpha-Raël, il n'aurait jamais passé la station de la réglementation infinie et la pierre aurait fini dans les mains d'Apogée et des Drix. La pierre ne semble pas apprécier les Drix et elle parle d'eux comme des incapables. Elle a aussi rajouté quelque chose d'intéressant que je vais vous répéter. Sotera n'appartient pas à Apogée. Sotera n'appartient pas aux caves, ou aux Eumédiens, ou aux monoïstes, ou à la foi sous l'étoile. Le vrai maître de Sotera m'aime comme il aime toutes les parties de lui-même. Et très bientôt, il reviendra réclamer ses parties éparpillées. Qui est ce vrai maître? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis très curieux d'en apprendre plus. Et pour cela, il fallait que Samy soit Samy, et qu'elle vienne en aide à Alpha-Raël. Revenons donc à eux. Et nous arrivons au bon moment pour assister à un joli tour de manipulation de la part de Samy. Yael est vraiment un excellent orateur, et je comprends vite qu'avec Tanuk, ils avaient déjà prévu de petits mensonges pour se sortir de ce genre de situation. Se faisant donc passer pour des envoyés du monastéria de la vraie foi de Susur Secundi, ils parviennent à retourner le cerveau de la chef de la MMK et à gagner du temps. Là aussi, j'assiste à une scène qui décrit bien la mentalité des caves. La chef MMK propose à Tan de jouer à pile ou face pour décider du sort du cave exilé. Mais Tanuk refuse de prendre cette décision et c'est Samy qui doit choisir. Par chance, ou bien grâce à la pierre de faim, Samy choisit le bon côté. La chef MMK compare un lancer de pile ou face pour la vie d'une personne à une prise de décision concernant 4 millions de personnes. Et de son côté, Tanuk n'est plus capable de prendre de décision, aussi simple soit-elle. Cette scène a fait naître en moi beaucoup de compassion pour Tanuk. Le traumatisme du cave est encore bien présent. La MMK escorte donc Samy, Tanuk et Alpha-Raël jusqu'au Sérima. Alpha-Raël saigne abondamment de la main, mais l'objectif est de le placer dans le coffre de stase avec la pierre de faim. Dès qu'Alpha-Raël récupère la pierre, celle-ci perd son apparence grossière pour une finition lisse et brillante. Puis Alpha-Raël se mit à monter en l'air, comme s'il tombait vers le haut. Le jeune monoïste panique et ne semble pas pouvoir lâcher l'artefact. La MMK comprend que quelque chose cloche et décide de tuer les intrus. Mais alors que Samy s'élance pour protéger Tanuk, les autres caves se mettent à gémir. Leurs armures se tordent tout comme leur corps à l'intérieur. La voix d'Alpha-Raël se modifie et à la place de la panique, on perçoit de la ferveur religieuse. Il se met à hurler un hommage à Inevita, la fin promise et inévitable de toute chose. Puis ma vision se fige et se floute. Je connais bien cette sensation alors que la pierre de faim s'exprime de nouveau dans mon esprit. Après avoir évoqué un dieu pour lequel elle aurait été façonnée, elle m'explique que ce n'est pas le futur qu'elle change, mais le passé. Il n'y aurait qu'un seul avenir possible, mais de multiples moyens d'y parvenir. C'est original, intrigant et mystérieux. Tout ce que j'aime. Que va-t-il arriver à ce trio tout à fait unique? Comment vont-ils se débarrasser de la MMK et rejoindre l'homme de métal? Je ne manquerai pas de vous le raconter dans un prochain fragment de vie.